Sébastien Lecornu, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je précise que vous êtes aussi adjoint au maire de Vernon. Il me semble que je suis aussi conseiller départemental en plus du canton de Vernon. Bon, et ça vous y tenez. Élu local jusqu'au bout des ongles. Nous parlerons des collectivités locales tout à l'heure, mais parlons évidemment de l'actualité Gilets jaunes. La sévérité sera de mise, dit le président de la République. C'est-à-dire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'état de droit. Ça veut dire qu'on a le droit de manifester, qu'on a le droit d'exprimer sa colère. D'ailleurs, il y a un cadre légal pour le faire, dans le cadre de déclaration préalable de manifestation. Mais bloquer, commettre le délit d'entrave, ou même pire, s'en prendre violemment aux forces de l'ordre ou à ses concitoyens, c'est interdit. Le bilan humain est quand même assez lourd. De morts, plus de 500 blessés, autant de blessés chez les forces de l'ordre pendant les 3 mois de la période d'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Juste pour donner une illustration, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit hier, il faut savoir l'entendre. Donc manifester, oui. Crier sa colère, oui. D'ailleurs, la République est organisée pour cela, elle permet cela, mais pas n'importe comment. C'est l'état de droit, la loi, rien que la loi. Il y a des appels à venir manifester sur Paris samedi. Est-ce qu'il y a déjà des demandes d'autorisation? Alors ça, faut le demander au ministère de l'Intérieur, mais la préfecture de police est là pour les enregistrer. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de police de Paris de la souplesse en plus pour les enregistrer. Rien n'est fait pour prendre les personnes en défaut. Mais une fois de plus, manifester dans Paris, c'est quelque chose dont nous avons l'habitude, depuis d'ailleurs longtemps dans l'histoire française. Et donc là aussi, les choses doivent être organisées aussi pour donc protéger. Ça veut dire déclarer. Oui, pour protéger nos concitoyens, sinon, tout simplement. Aucune manifestation ne sera tolérée si elle n'est pas déclarée. Normalement, c'est cela. Et moi, je suis attaché au principe de droit. Là aussi, il faut protéger autant les forces de l'ordre que les populations qui manifestent, d'ailleurs comme celles qui ne manifestent pas. Est-ce qu'il y a, à vos yeux, une évolution alarmante du profil de ceux qui manifestent et de ceux qui bloquent? Vous parliez de l'heure à l'instant, je vais vous dire ce que j'ai vu chez moi, au moins c'est concret. C'est pas tout à fait les mêmes personnes cette semaine que ce week-end. Oui. C'est-à-dire que des manifestations bon enfant, assez protéiformes, mais j'imagine qu'on y reviendra dans les aspirations et les demandes, ont laissé parfois place depuis lundi et mardi à des personnes qui sont peut-être moins coutumières d'une expression politique spontanée et davantage dans une expression politique soit militante, des militants politiques, soit militante et pas franchement aux Républicains ou au Parti Socialiste, davantage peut-être affiliés à des formations politiques plus extrêmes. Ultra-gauche, ultra-droite. Exactement. Et puis des personnes qui parfois sont toujours en désespérance sociale et malheureusement sont rattrapées par ces personnes. Donc il faut faire attention à la récupération politique. On revient aussi au devoir d'organisation de ces manifestations. Bien, regardons le fond. François Bayrou a déclaré dans le Figaro ce matin, à propos de la hausse des taxes sur le carburant, « Cela mérite que nous y réfléchissions ». Comment recevez-vous cette parole-là? Bon, déjà, je connais un peu François Bayrou maintenant. Depuis que je suis au gouvernement, j'ai eu l'occasion de le croiser de nombreuses reprises. C'est un homme libre, vous le savez. C'est un homme important dans la majorité parlementaire. Il était encore avec le président de la République mardi soir pour parler d'Europe, mais des Gilets jaunes aussi. Et hier soir à l'Élysée. Et hier soir à l'Élysée. Des maires. Il est président d'un parti politique. Il est donc là, bien évidemment, pour avoir une expression dans la majorité. Et ça, c'est très clair. Moi, j'ai aussi une sensibilité politique. Je viens de la droite, j'ai adhéré à En Marche, et je suis attaché à ce que on tienne bon. Je suis attaché à ce qu'on puisse transformer en profondeur ce pays, parce que j'ai 32 ans et je considère que si certains chantiers avaient été menés peut-être plus tôt, la pente serait moins raide aujourd'hui dans les transitions et dans la transformation. Donc, François Bayrou, d'ailleurs, dit juste qu'il faut y réfléchir et en parler. À mon avis, c'est quelque chose de bien. Ça veut dire pas de réflexion sur la hausse des taxes sur les carburants en janvier. Vous savez, j'ai été secrétaire d'État pendant 15 mois auprès de quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Nicolas Hulot. Ça fait 15 mois qu'on a des débats sur... on va pas assez loin sur le glyphosate. Quand Nicolas Hulot démissionne... 3 semaines de débat en disant on va jamais assez vite, on va jamais assez loin en matière de transition écologique. Il y a une forme de toute façon de contradiction dans la colère qui s'exprime. À la fois vous avez des gens qui sont sur des ronds-points et qui vous disent j'en ai marre des impôts, il y a un ras-le-bol fiscal, Gérald Darmanin le disait à votre micro il y a maintenant quelques jours, et puis en même temps juste à côté vous avez une autre personne, un concitoyen avec la même bonne foi et son gilet jaune qui dit moi je veux plus de dépenses publiques, je veux plus de services publics, je veux plus de moyens. À la fois les gens sont très inquiets de savoir ce qu'ils vont boire, de ce qu'ils vont respirer comme air et de ce qu'ils veulent manger, et en même temps il y a cette inquiétude sur l'impact social de la transition écologique. On le voit bien que de toute façon il y a ce nœud de contradiction là que je respecte complètement, que je peux comprendre, et d'ailleurs j'ai plutôt grandi dans un environnement familial qui pousse à ça. Mais une fois de plus, il faut y répondre, il faut à mon avis je tenir reviens sur ce qu'a dit Bayrou, aménagement de la hausse des taxes ou pas?
Moi, je pense qu'il faut expliquer encore davantage ce que nous faisons. Je vous pose la question. Y compris là où vont les taxes, d'ailleurs. Je vous pose la question. Aménagement de la hausse, oui ou non? Pour moi, non. 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 Pas d'aménagement de la hausse des taxes. Et pas par brutalité ou raideur. Oui, non, mais c'est juste que... donc le débat n'est pas ouvert. Je vais vous le dire autrement. Le débat n'est pas ouvert sur l'aménagement de la hausse. Ni président de la République, ni Premier ministre. D'accord. Mais en tant que ministre, et moi aussi ayant ma sensibilité, je pense que soit on transforme ce pays maintenant, soit je ne sais pas très bien qui va le faire et quand on va le faire. Mais alors pourquoi ne savez-vous pas quelle réponse apporter à cette colère? Pourquoi est-ce que vous ne savez pas? Vous êtes désemparés. Les députés La République En Marche sont désemparés, Sébastien Lecornu. Moi, je suis totalement désemparé. Vous êtes vraiment désemparé, Jean-Jacques Bourdin. La réalité, c'est que vous écoutez vos auditeurs, vous écoutez vos auditeurs que vous respectez, voilà, et depuis longtemps. Et vous savez très bien que cette colère, elle n'est pas nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est qu'elle s'exprime véritablement peut-être en milieu rural. Là où dans des villages, on n'avait pas l'habitude d'avoir des manifestants. J'ai vu beaucoup de maires, évidemment chez moi dans l'Eure, mais aussi beaucoup sur le salon des maires, vous vous en doutez, hier et avant-hier, et on va continuer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent c'est la première fois qu'on a des manifestants dans notre village. C'est la première fois qu'il se passe quelque chose. Donc il y a un cri de colère qui effectivement s'exprime de la part de personnes, je parle notamment du week-end dernier, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et là, il faut toucher du doigt le sentiment de déclassement, le sentiment que beaucoup de progrès ne sont pas pour ces personnes-là. Une fois de plus, moi j'ai grandi dans cet environnement-là, donc c'est pas que je le comprends, c'est que je peux le partager. Manque de services publics, manque de pédagogie, le sentiment que c'est pas pour soi, sentiment d'assignation à résidence avec les accès, vous savez, mais mon accès à la santé. Agnès Buzyn y a répondu par le plan santé. Accès, bien évidemment, à l'éducation, avec toute, bien évidemment, la question des classes en milieu rural. Jean-Michel Blanquer y a aussi apporté des réponses. Le très haut débit, la téléphonie mobile, voilà un acte, quelque chose d'hyper concret. Soit vous avez vos bars et vous voyez votre 3G arriver, soit vous ne l'avez pas. C'est pour ça qu'il faut arrêter les discours. Maintenant, il faut planter des pylônes, Jean-Jacques Bourdin. 5000 endroits à couvrir pendant le quinquennat, 500 pylônes plantés en 2018. Je ne vais pas vous faire des annonces ce matin. Julien de Normandie a largement bossé sur le sujet, vous le savez, il l'a dit, on reçoit votre micro. Art d'exécution. Je ne vais pas vous faire un grand discours sur la téléphonie mobile. Maintenant, il faut que l'ARCEP surveille les opérateurs et qu'on plante les pylônes. Bien. Très haut débit. Pareil, la logique d'accès est absolument fondamentale parce qu'elle est fondamentalement dans la première des expressions de celles et ceux qui ont bien d'accord, le week-end dernier. Mais j'entends aussi le président de la République qui dit que des discussions vont être ouvertes dans les territoires avec les élus, les syndicats, le patronat. Quelles discussions? Pour parler de quoi? De transition écologique, par exemple. Transition écologique. Laurent Berger. Bon. Vous allez parler de transition écologique avec les élus. Je l'ai fait pendant 15 mois. Regardez, Fessenheim. Quand j'arrive à Fessenheim, avec qui je parle pour fermer la centrale de Fessenheim? 4 heures de discussion avec l'intersyndicale. Croyez-moi, la CGT Énergie, la fermeture de Fessenheim, c'était pas sa tasse de thé. Laurent Berger a été un partenaire précieux sur la fermeture de Fessenheim. Avec qui je parle ensuite? Les élus locaux, les élus du territoire, le maire de Fessenheim, le président de la communauté de communes. Il faut territorialiser. Qu'allez-vous proposer aux élus? Notre discussion sur le sujet. Qu'allez-vous proposer aux élus? Typiquement aujourd'hui, sur la transition écologique. Regardez, la plupart des compétences aujourd'hui en matière écologique sont décentralisées. L'eau, ce sont les élus locaux. Les déchets, ce sont les élus locaux. Les transports, en grande partie, pas tout, ce sont les élus locaux. Ce sont des charges pour eux. Pas que. L'eau, c'est aussi un modèle de développement. Oui, mais c'est aussi un modèle de développement. L'énergie, regardez, on parle d'un modèle qui est complètement jacobin, une grosse centrale nucléaire, un modèle qui devient complètement girondin, des éoliennes, des panneaux solaires, qui permettent de créer de la fiscalité dans les territoires. Et bien, le président de la République l'a dit hier soir, lorsque nous avons réuni les maires, lorsqu'il a réuni 2000 maires à l'Élysée. Il faut parler transition écologique et collectivité territoriale. Il veut que nous menons des débats dans les territoires, mais des débats même pour conduire autour à quoi? Des financements. Quel est l'objectif? Réfléchir à accélérer la transition écologique par les collectivités territoriales. Et le président de la République l'a dit hier soir. Les aider pour ouvrir la question des financements. C'est une vieille demande des élus locaux et d'associations d'élus. Vous allez aider les collectivités locales. Je pense que dans le cadre de la réforme de la fiscalité, il faut nous poser sur la question de la fiscalité écologique et son lien avec les collectivités territoriales. Celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ne le savent pas, mais une partie de la fiscalité carbone aujourd'hui va déjà aux collectivités territoriales. C'est le débat qu'on aura parce que le président de la République l'a dit hier soir sur la fiscalité, mais j'imagine qu'on va en parler dans un instant. Le débat va se faire vraiment complètement avec les élus locaux et on va le faire ensemble. Alors je vais vous parler de transition énergétique et de fiscalité, mais juste, tiens, je vous fournis un petit sondage là. C'est là pour BFM TV. Si 53% des Français déclarent finir leur fin de mois sans se restreindre, 47% affirment se restreindre ou ne pas avoir de revenus suffisants. Bien sûr. 47%. Pourquoi Emmanuel Macron a demandé à ce qu'on augmente le minimum vieillesse? Pourquoi on augmente la prime d'activité?
Pourquoi on fait la suppression des cotisations sociales sur les salariés? Pourquoi on fait le dégrèvement de la taxe d'habitation? Taxe d'habitation? Taxe d'habitation? Non mais, je veux dire, une fois de plus, la politique est un politique... La taxe d'habitation. Elle est dans la trajectoire, si c'est votre question. J'entendais que mon collègue Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne, vous disait ça avant. Alors, je réponds, elle est dans la trajectoire de la loi de finances. Ça veut dire quoi, la trajectoire, ça veut dire qu'au début du quinquennat, Gérald Darmanin et le Premier ministre ont proposé une trajectoire sur les finances publiques pour l'intégralité du quinquennat et faire en sorte que les propositions et les promesses d'Emmanuel Macron dans son programme soient financées. La taxe d'habitation, elle est financée pour les 3 années qui viennent et ensuite tout le débat s'ouvre sur la réforme globale de la fiscalité locale avec les élus locaux et les contribuables. Alors, les dépenses contraintes, qui sont nombreuses. Je ne parle même pas du logement, j'en parlais hier matin sur cette antenne. Mais je voudrais parler du gaz, le prix du gaz. Ça concerne beaucoup de Français. Et bien sûr, c'est très nombreux. Chèque énergie et chèque énergie, 6 millions de Français sont concernés par le chèque énergie pour payer sa facture de gaz. Plus 15% depuis le début de l'année. Jean-Jacques Est-ce que le prix du gaz va continuer à augmenter? La situation géopolitique au Moyen-Orient parfois, évidemment, un impact sur les hydrocarbures. Nos fournisseurs de gaz sont plutôt en Algérie ou en Russie. Ou parfois dans le nord de l'Europe. Mais le marché, lui, est global. Donc, par définition, les impacts sur le prix sont globaux. Oui, c'est vrai. Vous savez, donc ça va continuer à augmenter. Et pourquoi je suis devenu soudainement si écologique? C'est aussi parce que je suis assez gaulliste et moi, je crois à la souveraineté énergétique de notre pays. Moi, ça m'amuse pas que au fin fond de Rugles, de Brionne ou de Beaumont-le-Roger dans l'Eure, à la pompe, on soit dépendant de ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense qu'il faut qu'on se le dise au bout d'un moment. C'est pour ça que l'énergie solaire, la transition énergétique, sur les carburants, faire la méthanisation, on continue à augmenter, vous le savez bien. Et en même temps, on n'a jamais mis autant d'argent sur la méthanisation. Oui, on est d'accord, mais pourquoi le gaz vert à partir des éleveurs, des agriculteurs? Oui, ça va augmenter. Et oui, nous essayons de trouver des solutions. On voit que ça augmente. Donc ça va augmenter. Et ça va continuer à augmenter. Ça dépend de la situation des marchés, vous le savez très bien. Je suis pas Madame Irma. Donc la réalité, en revanche, les taxes sur les carburants, elles vont continuer à augmenter. Moi, je vais vous dire quelque chose, Jean-Jacques Bourdin. Le méthaniseur qui permettra de faire du gaz vert avec une fédération d'éleveurs en Normandie ou ailleurs, pour le coup, la situation politique au Moyen-Orient n'aura pas d'impact sur le gaz vert qu'on va faire. Ce qu'on fait à Arras, par exemple, parce qu'il faut donner aussi des exemples de ce qui se passe bien, on ne va jamais s'en sortir. On est d'accord. À Arras, vous avez toute une communauté urbaine, des élus locaux absolument formidables, dont un malheureusement d'ailleurs nous a quittés il n'y a pas très longtemps, c'est Philippe Rappeneau. Ils ont imaginé toute une fédération d'éleveurs qui sont venus se mettre en commun leurs moyens et qui font du gaz vert grâce à la méthanisation. Et ce gaz vert, il est vendu à la communauté urbaine et ça permet de faire rouler les bus et le transport en commun dans le centre-ville. C'est ça aussi la transition énergétique sur notre quinquennat et c'est nous qui le finançons avec les élus locaux. Avant de parler des élus locaux, des collectivités locales, je voudrais terminer sur un secteur que vous connaissez bien, la transition énergétique, évidemment. Dites-moi, on attend avec impatience le PPE. Vous aussi, j'imagine. Programmation plurielle pour l'énergie. Pour l'énergie. J'imagine que vous aussi. Fermeture de réacteurs nucléaires. 6 dans les 10 ans qui viennent? Moi, j'ai plus d'informations sur le sujet. Je n'ai plus aucune information. Après, je l'ai toujours dit dans mes expressions publiques. C'est un vrai équilibre. Transition énergétique d'un côté, avec une priorité, c'est le climat. Et dans la PPE, Jean-Jacques Bourdin, il y a la fermeture des 4 centrales à charbon. Et ça aussi, c'est une transition territoriale qu'il faut quand même. C'est acquis. Oui, c'est acquis, mais enfin. Oui. Non, mais pour le maire de Cordemais, ou pour le maire de Saint-Avold, ou pour le maire de Gardanne. Je suis d'accord. C'est acquis, mais enfin, il va falloir quand même qu'on continue de travailler. François de Rugy, Emmanuel Vargon sont dessus. Et de l'autre côté, c'est aussi faire attention à la facture d'électricité des Français, Jean-Jacques Bourdin. Parce que les choix que l'on fait sur la fermeture des réacteurs, ça a bien sûr un impact sur le modèle industriel d'EDF. Et donc aussi sur le 2029. Je ne peux pas vous répondre ce matin, je ne suis plus en charge de ça. Vous ne savez pas. Mais je crois que le président de la République a dit une chose très claire. L'horizon de 50% de la part de l'électricité issue de l'atome est le point d'atterrissage global. Donc il y aura des fermetures de réacteurs. Horizon 2035. Je ne suis pas habilité à donner une date, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Non, le président de la République a dit horizon 2035. C'est pour ça qu'il est président de la République, il a le droit de le dire. D'accord, 2035, oui. Mais vous ne confirmez pas vraiment le chiffre. J'attends avec impatience. 50% mix électrique. Et là, on aura un mix électrique qui tiendra la route, qui à la fois respectera les équilibres industriels et sociaux. Je ne suis pas sûr que ce soit en 2035. Nous verrons. Et dites-moi, construction de nouveaux EPR ou pas? Vous y êtes favorable ou pas, vous? Moi, je suis le seul membre du gouvernement depuis la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy à m'être rendu à Flamanville. Oui. Donc j'ai pu visiter avec Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, Flamanville, dans ma région en plus. Très franchement, il faut qu'on attende de savoir comment se termine cette histoire industrielle à Flamanville. Moi, j'ai toujours dit que j'accordais ma plus grande confiance aux équipes d'EDF, qui sont des équipes hyper engagées, qui sont des équipes solides. Mais il est vrai que tant que Flamanville n'est pas mis en fonction, avec les autorisations notamment de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est difficile de faire un choix industriel sur quelque chose qui n'est pas encore terminé ailleurs. Donc en conclusion, le PPE n'actera pas, noir sur blanc, le report à 2035. Je ne suis plus ministre de l'énergie.
Oui, mais enfin, moi, tiens, je prends le pari avec vous, si vous voulez. Dites-moi, comment ça se passe avec les maires? Plus pas mal. Bien. Pas mal. Pas mal. Si, pas mal. Pas mal. J'ai été maire, vous savez, donc forcément, je sais aussi ce qui les tracasse. Mais je les entends protester sans cesse. Mais c'est normal. Vous savez, il y a toute une génération d'élus qui sont vraiment convalescents de la période qu'ils viennent de vivre. 2010, intercommunalité obligatoire. Début du gel des dotations de l'État à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, c'était François Baroin qui était ministre en charge de ça. Derrière, baisse des dotations de l'État brutale et massive sous le quinquennat de François Hollande. La loi NOTRe, c'est pas très connu dans le grand public, mais c'est la loi qui fait que les intercommunalités ont bougé, que les compétences entre les départements et les régions ont bougé. Ça a créé beaucoup de stress chez des élus locaux dont je rappelle quand même que c'est pas leur métier forcément premier que d'être maire, parce que quand on est maire d'un village de 400 habitants, on a parfois autre chose à faire quand même que de digérer tout ça. Et c'est vrai que moi je suis cru 2014, comme d'ailleurs Gaël Perdriau qu'on entendait tout à l'heure. On est quand même la génération d'élus, je parle pas de mon âge d'homme, je parle de la génération des mandats, où quand même on s'est tout pris dans la figure quand même. Tout pris dans la figure. Et c'est vrai que la promesse d'Emmanuel Macron de stabilisation et de visibilité, ce que je vais mettre en œuvre avec Jacqueline Gouraud dans les semaines qui vont venir, c'est fondamentalement ce que réclament les élus pour cette fin de mandat. Ça veut dire que déjà, il faut traiter les problèmes là où ils sont. Quand sur les ressources des collectivités locales, on avance à tâtons depuis plus de 10 ans, ça peut plus continuer, que ce soit sur la fiscalité locale, taxe d'habitation, mais pas que. Rappelez-vous la réforme de la taxe professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer avec la taxe foncière ? Mais l'ensemble de la famille des taxes, y compris celles qui sont les moins connues. Il y aura une réforme de la taxe foncière ? On veut ouvrir, je vais être clair avec vous, on veut ouvrir le chantier de la fiscalité locale, tout ce que perçoivent les collectivités territoriales, au printemps prochain, avec une concertation qui va démarrer dès maintenant. Et le président de la République a été très clair avec l'Association des maires de France hier soir. Tout va se faire avec eux. Tout ça veut dire qu'on va tout partager. On mettra à plat la taxe foncière. Tout. On est bien d'accord. Tout. On va tout partager, Jean-Jacques Bourdin. Qu'est-ce qu'on va partager? Les données. On va fournir l'ensemble des données aux associations d'élus pour qu'elles puissent faire des propositions. On va partager les contraintes et le constat, y compris avec des responsables politiques qui sont en poste depuis maintenant de nombreuses années et qui ont fait des choix dans le passé. Moi, je veux juste quand même qu'on s'accorde bien sur le constat. Puis vous savez quoi? C'est ce qu'on doit aux citoyens contribuables. On va partager les contraintes aussi. Parce que on ne peut pas opposer d'un côté l'État et de l'autre les collectivités territoriales. On peut le faire, certes, mais ça mènera à une impasse. Pour une simple bonne raison, c'est qu'à la base... toute la fiscalité locale. Mais oui, parce qu'à la base, il y a la même personne. Ça s'appelle le citoyen contribuable. Et à lui, à cette personne-là, à ce citoyen-là, on lui doit la clarté et la transparence. Aux ressources des municipalités. C'est dans la Constitution. Donc là aussi, arrêtons de nous faire des procès. La garantie des ressources est quelque chose d'important. Il faudra aussi ouvrir le débat sur les dotations de l'État. Et l'autre grand cri chez les collègues élus en disant on n'y comprend plus rien, c'est compliqué. Non seulement ça a baissé pendant des années, et en plus maintenant, on n'arrive plus à comprendre pourquoi ça bouge encore. Alors que comme vous le savez, le président de la République a pris un engagement qui est tenu. Je le redis là aussi, notamment M. Léniel, premier vice-président de l'AMF, qui parfois est fâché avec la vérité. Les dotations de l'État sont maintenues. Ensuite, dans cette enveloppe-là, ça continue de bouger en fonction d'une quarantaine de critères. C'est pas moi qui les ai imaginés. Là aussi, l'Association des maires de France, François Baroin, hier a dit au président de la République, au Premier ministre, on veut avancer sur la dotation. Eh ben, on va ouvrir cette réflexion. Ils vont nous faire des propositions opérationnelles et concrètes et dans des délais, j'espère maintenant, assez brefs pour réformer la DGF s'il le faut. Parfois, l'État impose des choix que les maires doivent appliquer dans leur commune et qu'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est pour ça qu'il faut partager les contraintes. Ce matin, Gaël Perdriau me donnait les exemples de Jean-Michel Blanquer. Le dédoublement de certaines classes en REP et REP+, qui est une très bonne mesure. Il faut avoir les moyens. Je le dis parce que il faut avoir les moyens pour... C'est bien de le dire parce qu'il y a un an, à la dernière rentrée scolaire, les Républicains et M. Wauquiez tapaient sur la même mesure. Et cette année, la mesure est bonne. Donc maintenant, on se pose la question, ça dépend lesquels. Ah bon? Quand ils sont républicains avec un grand R, ça me va bien. Pourquoi ils ne sont plus républicains? Les derniers propos de M. Wauquiez ne laissent pas à penser qu'on va sur la PMA. On va parfois quand même vers une dérive d'une partie de la droite. Mais je le redis. Le génisme. Ouais, mais je le redis quand même. Une grande partie quand même des maires LR, des adjoints aux maires qui sont encore cartés aux Républicains ou même de certains sympathisants sont des gens qui veulent au fond que ça se passe bien avec l'État parce qu'ils veulent tout simplement faire avancer leur petit bout de République dans leur commune, dans leur village, dans leur communauté d'agglomération et de communes. Ils veulent que ça se passe bien. Moins de posture politique, plus de pragmatisme, on devrait s'en sortir. Merci Sébastien Lecornu. Merci Jacques. Venu nous voir ce matin, il est 8h53, RMC et BFM TV.